Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir pour un nouvel événement du BGE Club, donc le webinaire sur les clés de l'entrepreneuriat impact. Pardon. On est ravis d'accueillir aujourd'hui Laura, qui est une ancienne entrepreneure que j'ai eu énormément de chance d'accompagner il y a quelques années déjà. Merci Chloé. Et on est ravis donc de toutes et tous vous accueillir pour ce nouveau webinaire. On va essayer de le faire un maximum interactif. C'est pour ça qu'on vous a proposé de répondre au sondage. Donc, on va après débriefer, en tout cas, Laura va débriefer les questions. On vous propose également de poser des questions dans questions-réponses. Hein. Vous pouvez poser des questions. Moi, j'interromprai Laura au cours de sa présentation pour qu'elle puisse y répondre. Et vous pouvez aussi utiliser l'option « Lever la main » pour qu'on vous ouvre votre micro et que vous posiez directement votre question à Laura. Voilà, donc on est ravis et bienvenue à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent là à l'instant. Et je laisse la parole à Laura. Merci Chloé. Et puis merci pour cette invitation. Je suis effectivement ravie de pouvoir intervenir dans ce webinaire BGE. J'ai à mon tour la chance d'avoir pu être accompagnée par Chloé quand j'étais au sein de la couveuse. Et voilà. Donc du coup, pour me présenter rapidement, je m'appelle Laura Genevoix et je suis la fondatrice de Mon Job de Sens. Quelques mots sur Mon Job de Sens. C'est une entreprise sociale dont le but est d'accompagner les personnes à trouver un job qui a du sens pour elles et pour le monde. Bien évidemment, le sens, c'est quelque chose de subjectif, donc chacun trouvera son sens d'une manière particulière. Et c'est ça qui fait qu'on ne fait pas purement de la formation, mais qu'on fait plutôt du coaching, du conseil, pour pouvoir vous aider à trouver les réponses qui sont vraiment personnelles et adaptées à votre situation. Concrètement, du coup, ce sont des parcours qui peuvent être aussi bien collectifs ou individuels, et on s'adresse à la fois aux entrepreneurs, aux salariés, aux demandeurs d'emploi, et on est en train de travailler plus là avec vraiment les entreprises dans le côté fonctionnement des équipes, par opposition à ce qu'on faisait jusque-là, qui était vraiment d'accompagner les gens en tant qu'individus, porteurs de projets d'entreprise ou porteurs de projets pour leur parcours professionnel. Et voilà, on est dans l'équipe tous spécialistes de la transition écologique et solidaire, c'est-à-dire qu'on a à la fois tous travaillé dans le secteur de la transition écologique et sociale, et on a aussi vécu des transitions professionnelles nous-mêmes. Donc, ça fait qu'on comprend assez bien les enjeux qu'on peut retrouver de pro, enfin les enjeux pro et perso. Pour ma part, moi, je suis engagée sur les enjeux sociétaux depuis à peu près 2005. J'étais, avant mon job de sens, j'ai été responsable développement durable dans une entreprise de la grande distribution pendant quelques années. Et puis après, j'ai travaillé chez Zero Waste France, que vous connaissez peut-être, qui est une association de protection de l'environnement, qui est dédiée aux enjeux autour du zéro déchet. Et donc moi, ma mission, c'était d'accompagner les entrepreneurs zéro déchet, donc des gens qui montaient des projets autour des emballages consignés, de la vente en vrac, des couches lavables, du compostage. Pour vous donner une idée, sur le vrac, on a eu tellement de demandes que ça a donné naissance à l'association qui s'appelle Réseau Vrac et qui est aujourd'hui le vrai syndicat du vrac, on va dire. Et voilà, Mon Job de Sens, ça existe depuis 2017. On a accompagné à peu près un peu plus de 180 personnes maintenant, plus de 19 groupes. Et on fait beaucoup d'événements gratuits, grand public, pour que déjà un maximum de personnes puissent trouver des réponses à leurs questions et puissent faire leur premier pas. Et du coup, ça ressemble à un peu plus de 5000 personnes sur 3 ans. Voilà. L'origine de Mon Job de Sens, c'était vraiment de considérer que face aux enjeux actuels, qui soient l'urgence sociale, l'urgence climatique, on a vraiment besoin d'être beaucoup plus nombreux à agir, à faire des éco-gestes au quotidien, bien sûr, c'est indispensable, mais aussi sur notre temps de travail, de faire en sorte que les pratiques évoluent et de passer du coup 7 heures par jour à bosser pour cette société de la transition et pas seulement juste le soir et le week-end. Et puis voilà. Et donc le but, c'est vraiment de trouver sa place, mais c'est pas une place, c'est vraiment sa place pour pouvoir être à la fois utile et épanoui en travaillant. Ça, c'est vraiment notre mission. Et quand vous voyez l'équipe, effectivement, j'ai la chance de pouvoir être accompagnée de Céline Julien, qui est l'ex-DRH d'Emmaüs France, qui maintenant est coach, et Camille Dorival, qui est l'ex-directrice du magazine Alternative économique, que vous connaissez probablement. Emmanuelle Badwix, qui est l'ancienne directrice recyclage de chez Coca-Cola.
côté entreprise du privé. Et on a aussi Olivier Perrin qui n'est pas sur cette image, mais qui est un ancien ingénieur du ministère de l'écologie et qui intervient ponctuellement aussi auprès de nous. Donc là, concrètement, cette intervention, elle intervient aussi dans le cadre d'une crise sanitaire. Vous l'aurez sans doute remarqué que ces derniers mois ont été un petit peu différents. Et j'aime bien rappeler que la crise dans les cultures asiatiques, c'est un mot qui veut dire danger, mais aussi opportunité. Et là, en l'occurrence, c'est un message que je vous invite à retenir de ce temps d'échange, c'est de vous appuyer sur vos forces. Parce que quand tout est instable, le plus sûr et le plus puissant, c'est de rester vraiment ancré sur ce qui fait vous, votre différence, votre force, ce qui fait que vous êtes unique. Et parce que ça ne changera pas et que c'est ce qui vous redonnera toujours de l'énergie, de l'élan, de la motivation. Voilà. Pour repartir de l'objectif de ce webinaire sur les clés de l'entrepreneuriat à impact, on va parler du coup de votre projet. Votre projet, c'est vous, clairement. Je n'ai pas pu voir encore les résultats du sondage. Du coup, Chloé, parce qu'en fait, je ne crois pas que je puisse les voir. Alors, vous êtes 60% en cours de création et Okay. 40% ont déjà créé. Est-ce que là, pour ceux qui ont répondu, donc n'hésitez pas à répondre au sondage, hein, bien sûr, pour nous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur vos activités, votre état d'avancement et surtout l'impact dans vos projets. Donc, est-ce que la recherche d'impact, justement, la question est au cœur de votre projet ou votre activité? Donc, 83%, 84% maintenant, disent oui. Donc, okay. c'est super. Et en gros, quel impact a eu la crise actuelle? Eh bien, pour 84% d'entre vous, c'est à renforcer vos convictions et votre volonté d'avoir un impact social ou environnemental. Ok, super. Enfin, du coup, merci Chloé d'avoir pris ce temps. Merci à tous de vos réponses. Ça m'aide un petit peu à ajuster. Donc clairement, voilà, votre projet, c'est vous. Et en plus, si vous êtes plus nombreux encore à être en cours de création que déjà ancré, il y a plein de moments où vous allez douter. Ça a été mon cas. Chloé peut en témoigner. Et donc, c'est à la fois votre plus grande force, mais c'est aussi votre plus grande fragilité. Et c'est un message que j'avais adoré, qui nous avait été donné en introduction à la couveuse. C'était... je ne sais plus qui était l'intervenant de BGE qui dit ça, mais on accompagne des personnes plus que des projets. Bien évidemment, on parle de projet de création d'entreprise, mais en l'occurrence, ce qui fera la force du projet, c'est ce que vous allez décider de faire. Et en fait, c'est ça qui va orienter l'activité, le type de bénéficiaires que vous avez envie d'avoir. Et les projets évoluent, mais ils vont évoluer en fonction de vous. Ce n'est pas vous qui allez évoluer en fonction du projet. C'est évident. Chloé, est-ce que tu pourrais mettre le visuel de l'Ikigai, s'il te plaît? Wow, super. Donc, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà cette image. Si ce n'est pas le cas, je vais refaire une petite explication. Donc, l'ikigai, c'est un concept japonais qui vient de l'archipel d'Okinawa, parce qu'il a été remarqué que à Okinawa, il y avait un nombre hyper important de super centenaires. Donc, qu'est-ce que c'est les super centenaires? Ils sont centenaires déjà, ils ont plus de 100 ans, jusque-là, ok. Mais ils sont super, surtout parce qu'ils vivent dans de très bonnes conditions, à la fois physiques et mentales. Pour la partie physique, déjà, la base, c'est évident que c'est l'alimentation, on est d'accord avec ça, hein, il n'y a pas de McDo sur l'île, voilà. Mais à côté, ils ont tous une responsabilité vis-à-vis de la communauté. Ils ont tous un rôle, une place bien spécifique qui, voilà, dans la communauté dans laquelle ils vivent. Ça peut être de s'occuper des enfants, ceux qui s'occupent des personnes âgées, ceux qui s'occupent du potager, ceux qui s'occupent de la cuisine. Chacun a vraiment son activité. Et cette activité-là, elle répond à plusieurs conditions. Du coup, ça, c'est ce qui a été extrait des études qui ont été faites pour bien comprendre comment fonctionnait cette communauté de super centenaires. Et donc, les anthropologues, les sociologues, les psychologues qui ont travaillé sur cette question ont identifié ces 4 conditions sine qua non pour avoir une vie professionnelle épanouie. C'est le fait déjà d'avoir une activité une activité qui vous plaît en elle-même. Vous aimez ce que vous faites au quotidien. Chaque jour où vous travaillez, vous aimez ce que vous faites. Alors,
ça peut paraître évident, mais en vrai, quand vous commencez à avancer sur votre projet d'entreprise et qu'au quotidien, vous faites des réseaux sociaux, du démarchage, de la compta, des trucs comme ça. Parfois, ce que vous aimez faire, ça réduit en temps de travail. Et c'est vrai que c'est important d'arriver à faire en sorte que ce temps-là soit celui qui soit le plus présent dans vos journées. Il y a le fait d'y appliquer vos talents. Alors, je reviendrai sur la notion de talent tout à l'heure, donc je ne m'étale pas trop maintenant, mais en gros, ça va être ce qui fait, vous, votre puissance vraiment personnelle. C'est votre patte, c'est votre spécificité, c'est votre recette perso au quotidien. Que vous puissiez intervenir sur une cause qui vous tient à cœur et que cette cause, elle est une contribution au monde. On est vraiment dans la contribution au sens large, c'est-à-dire que c'est ce qui va, une cause, c'est ce qui va au-delà de l'intérêt personnel. Globalement, ça fait rentrer beaucoup de sujets à l'intérieur. Et le dernier point, c'est que vous puissiez en vivre. Alors, pour avoir longtemps travaillé dans l'associatif, il y a une démarche que Cyril Dion, vous connaissez sans doute le réalisateur du documentaire Demain, appelle le bénévolat sacrificiel. Et il dit, il y a un moment, on bosse toute la journée, et puis après, le soir, le week-end, on va aller à des conférences, faire des manifs, tenir des stands pour des assos, des choses comme ça. Et il dit, ça ne peut pas le tenir à long terme. Dans la durée, ça ne marche pas, parce qu'il faut prendre du temps pour bosser, et il faut prendre du temps pour se reposer. Et c'est pour ça que l'idée, c'est de pouvoir avoir cet impact 7-8 heures par jour et pas juste sur des temps qui sont dédiés aussi au fait de vous reposer, de profiter de vos proches, de vos loisirs et de vos passions. Donc l'ikigai, c'est une base. Et nous, on s'en sert un petit peu de boussole quand il y a des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent « je suis complètement paumée ». Et ça nous aide à pouvoir dire « ok, on va graviter autour de ces questions-là » et ça va nous aider à identifier à la fois le type des métiers, le type de secteur et le type de job in fine qui correspondent à des offres d'emploi pour que vous puissiez, vous ou les personnes qui se posent ces questions, puissent trouver leur place. Voilà pour l'ikigai. Avant de rentrer dans les questions qu'on a soulevées avec Chloé, je repensais à des questions qui étaient survenues pour ma part sur les dernières années quand j'ai commencé à entreprendre. Et ce que j'ai trouvé particulièrement difficile, ou en tout cas challengeant, on va dire, c'était l'équilibre entre l'impact et la rentabilité. Alors, juste pour la blague, qui se retrouve dans la question trouver un équilibre entre impact et rentabilité, si vous voulez réagir dans la conversation? Vous pouvez dire des petits moi. Ou je ne sais pas si c'est possible de rajouter une question au sondage. Non, c'est non, je peux pas trop, je suis désolée. Mais oui, effectivement. Ah, il y a Maëla qui a levé la main. Alors, attendez. Oui, 100%. Ok, Gaëlle. 100%. Maëla qui lève la main, du coup, qui se retrouve là. Ah bah oui, si l'option lever la main. Je ne sais pas si vous la voyez. Moi, je ne la vois pas sur mon écran, mais peut-être que si vous la voyez, vous pouvez intervenir. Bon. En tout cas, voilà. Pardon, vas-y. Oui, pardon. Non, j'essaye de l'activer. Maëla, si vous voulez échanger. Vous nous entendez? Bon, après, c'était peut-être. Ouais, j'ai dit juste qui voit l'équilibre, lever la main. Peut-être pas envie de se trouver au pied du mur tout de suite. D'ailleurs, on est passé de 34 à 33 participants. Est-ce que tu as fait peur? Voilà, c'est ça. N'ayez pas peur. Si vous n'avez pas envie de parler, vous n'êtes pas obligé. Donc, les questions qui ont été challengeantes et qui le sont globalement pour tout le monde, c'est l'équilibre entre l'impact et la rentabilité. Quand au quotidien, ce qui vous motive, c'est d'avoir cet impact et que c'est ça qui fait que vous vous levez le matin et ok. Mais à côté de ça, vous dire oui, mais à un moment, il faut bien que, in fine, j'arrive à manger. Alors oui, on dit parfois, il faut 3 ans pour trouver une boîte qui se stabilise et pouvoir en vivre. Mais c'est bien de trouver dès le départ un modèle économique qui vous permette quand même d'avancer sereinement dans votre projet. Là-dessus, il y a aussi l'équilibre pro-perso. Parce que quand vous êtes hyper engagé sur certaines causes et que limite vous l'étiez à l'échelle en tant que bénévole avant ou dans des assos ou donateurs et vous dites oh, non mais je peux monter une activité autour de ça, et pareil, vous mettez toute votre énergie et là-dessus ça peut être un peu déstabilisant d'un côté pro-perso. Autre question qui survient
La concurrence. Alors, la concurrence, effectivement, ça fait peur. Pareil, on pourra en revenir en détail là-dessus si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que même dans l'économie sociale, même pour des entreprises impact, il est évident qu'il y a de la concurrence. Et en plus, surtout que parfois, entre des associations et des entreprises, il n'y a pas les mêmes règles du jeu fiscal. Donc là-dessus, ça peut, si vous êtes en cours de création, ça peut vous amener à vous interroger sur le choix des formes juridiques. Si ça vous intéresse, on pourra revenir là-dessus tout à l'heure. Il y a un autre enjeu qui est aussi au-delà de trouver les mots justes pour valoriser ce que vous faites. C'est déjà pas facile d'arriver à se vendre, mais alors en plus, quand on essaye de se vendre pour avoir de l'impact, on peut se perdre entre mais c'est bien évident qu'on est en train de changer le monde et que ce qu'on fait, c'est génial. Oui, mais il faut arriver à ce que vos bénéficiaires et ou vos clients, parce que parfois les bénéficiaires et les clients ne sont pas les mêmes personnes, comprennent bien ce que vous faites, votre valeur ajoutée, etc. Parmi la question des mots justes, il y a aussi les allégations environnementales. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce mot barbare-là, allégation environnementale. C'est les petits mots qui sont censés définir, par exemple, les mots comme biodégradable ou recyclable ou recyclé ou zéro déchet. C'est des mots qui sont en vrai très différents les uns des autres, qui ne veulent vraiment pas dire les mêmes choses et qu'on n'utilise pas comme ça. Et typiquement, quand j'accompagnais les entrepreneurs chez Zero Waste, ça faisait partie des dangers des entrepreneurs qui me disaient « mais ce qu'on fait, c'est du zéro déchet ou si c'est biodégradable, l'autre il le dit ». Oui, mais en vrai, vous avez la preuve que c'est biodégradable. Il le dit. Oui, il faut pouvoir le prouver. Et ça demande de faire des analyses et c'est compliqué, c'est long, bref. Donc parfois, il vaut mieux peser un petit peu les termes qu'on utilise. La première question que je vous propose d'aller exploiter, c'est, merci Chloé, c'est donc comment s'appuyer sur mes forces et mes talents. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment vous qui allez faire la différence dans votre projet. C'est même pas la définition de l'activité en elle-même. Donc, c'est essentiel que vous trouviez vite quelle est votre force particulière. Dans le monde occidental, c'est vrai que l'éducation, elle a tendance à être assez orientée de cette manière. C'est-à-dire que l'immense majorité des parents pensent que ce sont les matières où les enfants ont des moins bonnes notes qui méritent le plus d'attention. Peut-être que ça résonne pour vous si vous étiez nul en maths ou à l'inverse nul en français ou en histoire ou en sport. Et le problème, c'est que pas forcément. D'ailleurs, les parents qui disent ça pensent aussi que les bonnes notes, du coup, c'est normal. Si vous avez 18 sur 20, 20 sur 20 en maths ou en français, c'est normal. Et par contre, c'est dans l'autre matière qu'il va falloir travailler très dur. Alors que paradoxalement, là où vous allez avoir des bonnes notes, ça signifie que c'est dans ces domaines-là que vous avez le plus de chances d'exceller et donc de réussir dans la vie. Donc, on a plus d'intérêt à mettre de l'attention là où on a déjà des forces que l'inverse. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec les chiffres, ce sera jamais un bon comptable. Et c'est pas grave. Mais peut-être que du coup, cette personne, elle aime parler en public, elle aime nouer des relations, elle sait garder en ligne de mire un objectif, elle sait être hyper minutieuse quand elle fabrique des objets. Et ça, ce sont des talents qui sont très, très forts. Et souvent, à l'inverse, à ces personnes-là, on va leur dire « mais du coup, pourquoi tu fais pas ça ?» Parce que c'est pas moi. Et c'est pas grave. Le but, c'est, quand on est entrepreneur, justement, c'est pas d'avoir 10 partout. C'est pas d'avoir la moyenne, de pas échouer au bac. Et le but, c'est de trouver l'endroit où vous cartonnez et d'aller là-dessus. Sauf que comme on nous a pas appris à repérer nos points de force, et bien souvent, on passe à côté. Donc, j'espère que vous voyez un petit peu la nuance, du coup, entre compétence et talent. Une compétence, ça va vraiment être, par exemple, savoir conduire. C'est quelque chose qu'on va apprendre, on va faire une formation, on va passer un examen et puis on va obtenir son permis de conduire. À l'inverse, non, en parallèle, mais la patience avec les enfants, c'est quelque chose d'inné. Enfin, c'est quelque chose qui est acquis avant la vie d'adulte. C'est pas quelque chose qu'on vous a enseigné. Et du coup, c'est difficilement quelque chose qu'on peut transmettre. Un talent, ça va vraiment être quelque chose de spontané, que vous allez faire avec plaisir,
c'est naturel. Et du coup, c'est pas du travail si c'est facile et si c'est fait avec plaisir. Mais si c'est pas du travail, ça n'a pas de valeur. Et c'est là qu'on tombe dans une espèce de schéma complètement pourri qui fait qu'on passe à côté de beaucoup de choses géniales. Parce que si vous arrivez à vous concentrer sur vos talents, et ben vous allez enfin pouvoir vraiment rayonner et à la fin de la journée, vous aurez, comme je disais tout à l'heure, encore de l'énergie pour aller faire les autres choses qui sont importantes dans votre vie. Alors, c'est bien gentil, je vous parle de trouver ses talents, mais comment on fait? Alors, très concrètement, on s'appuie sur un test qui s'appelle le Gallup et qui a été créé par l'Institut Gallup, qui est un institut américain. C'est un psychologue américain qui s'appelle Don Clifton, qui, du coup, il y a 40 ans, a fait des études et pour... pardon, je voyais juste, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, ok. Donc, Don Clifton, il y a 40 ans, il a monté un questionnaire pour aider les gens à trouver quelles étaient leurs plus grandes forces. Donc, il a identifié 34 types de talents différents qui sont dans les catégories aussi bien de la réflexion que de la mise en action, que de la manière d'influencer, du leadership, que du relationnel. Et quand vous passez ce test, vous allez identifier vos 5 talents les plus présents dans votre mode de fonctionnement. Et à côté de ça, l'Institut Gallup fait beaucoup d'études sur le travail. Ils ont notamment interrogé des salariés dans le monde pour avoir une idée du coup de leur niveau d'engagement. C'était 10 millions de salariés d'ailleurs qu'ils ont interrogé pour cette étude. Et ce qui en est ressorti, donc c'est une étude de 2013. En gros, dans une boîte, il y a à peu près 60% des gens qui font le job. Ils viennent à l'heure, ils repartent à l'heure, ils font pas de vagues, voilà, ils font ce qui est demandé. Il y a 15% de l'équipe qui va vraiment tirer la boîte vers le haut, qui est vraiment là, qui est hyper engagé, qui motive les autres. Donc ça, c'est 15%. Et il y a à peu près, du coup, si vous avez bien fait les maths, 25% du reste qui a plutôt tendance à tirer la boîte vers le bas. Et donc ça, c'est assez problématique, comme vous pouvez vous en douter, parce que si on a 60% de stable, 15% qui tirent vers le haut, mais 25% qui tirent vers le bas, ben globalement, ça veut dire qu'au quotidien, les organisations ont tendance à être plutôt tirées vers le bas. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Et ça, c'est dû à plusieurs choses, parce que du coup, dans leur étude, il y avait beaucoup d'autres types de questions. Et une des questions, c'était, est-ce qu'au travail, au quotidien, donc vraiment chaque jour qui passe, vous avez l'occasion de faire ce que vous faites de mieux? Et il y a bien seulement un tiers des personnes qui ont dit « Ah oui, au travail, j'ai l'occasion de faire quotidiennement ce que je sais faire de mieux. » Et ces personnes-là, quand ils ont poursuivi l'étude, ils ont pu voir que c'était des personnes qui avaient 6 fois plus de chances d'être investies dans leur travail et 3 fois plus de chances d'avoir une excellente qualité de vie en général. Donc, vous imaginez le gain, aussi bien professionnel pour la personne et pour l'entreprise, et pour les gens à titre personnel. Donc, le nom de l'institut, c'est Gallup. Ah, bah mince, je te l'ai envoyé juste à Chloé. G-A-2-L-U-P, ça veut dire le galop, comme le galop du cheval. Je le ok. mets. Et le test à faire, voilà, ça c'est ça s'appelle donc le Clifton Strength. C'est donc le test qui permet de trouver vos talents. Et en gros, il y a le plus important, ça coûte 20 dollars. Et vous passez votre top 5. C'est surtout celui-là qui compte. Vous n'avez pas besoin de connaître les 34. Honnêtement, le focus, c'est vraiment sur ça. Et du coup, le but, c'est d'arriver vraiment, vous, une fois que vous connaissez vos talents, à augmenter les temps d'action que vous avez sur ces talents-là. Parce que quand vous allez faire ça, vous allez vraiment pouvoir à la fois être plus puissant, vous allez exceller, tout simplement. Et quand vous sentez que vous avez des besoins complémentaires qui correspondent moins à vos talents, et ben là, il faut trouver des partenaires. Donc, ça peut être aussi bien des associés, des prestataires, ça peut être des amis ponctuellement. Et voilà. Et l'idée, c'est qu'on ne sait pas tout faire tout seul. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il faut vraiment y aller là-dessus. C'est ça qui fera votre différence, c'est ça qui fera votre histoire, et votre personal branding, votre image de marque personnelle. Mais à côté de ça, de compléter sur
sur d'autres besoins. Donc, on reviendra, c'est la dernière question à laquelle on répond tout à l'heure. Et voilà, donc par exemple, si vous faites très bien votre boulot, mais parfois vous pouvez avoir besoin de quelqu'un qui sait briser la glace quand vous faites des soirées réseautage, parce qu'être capable d'aller parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est pas facile. Donc briser la glace, convaincre, rallier à votre cause, ça fait partie des talents qui existent et qui ressortent grâce au Gallup. Et si vous l'avez, c'est génial. Et si vous voyez que c'est quelque chose qui vous manque, trouvez quelqu'un qui l'a. Et à l'inverse, vous aurez des talents pour plein d'autres choses. La question suivante, c'était du coup comment bien définir l'impact que vous avez envie d'avoir sur la société. Donc, on en revient sur ce fameux équilibre aussi, donc de question de l'impact et de la rentabilité. Donc, sur l'impact, la question prioritaire, c'est pourquoi vous souhaitez avoir cet impact sur la société. Et pas juste quel est l'impact, mais pourquoi vous avez besoin d'avoir cet impact. Quelle est la fibre au fond de vous que ça touche? Donc ça, c'est précieux parce que vous pouvez aller sur votre cause, le sujet qui vous touche, mais c'est bien de savoir ce que ça va nourrir chez vous comme besoin. Chloé, est-ce que tu pourrais nous mettre la pyramide de Maslow, s'il te plaît? Merci beaucoup. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent cette pyramide qui représente les différents besoins qu'on a. Le principe est assez simple. On ne passe pas à l'étage suivant quand on n'a pas rempli la case précédente. Il faut avoir des fondations solides pour être capable de monter. Si au quotidien, vous n'êtes pas sûr ou vous n'avez pas suffisamment de quoi manger ou si vous n'avez pas forcément un toit sur la tête ce soir, c'est un petit peu difficile d'aller chercher à vous accomplir, à vous épanouir professionnellement. On est déjà sur des besoins de survie qui ont besoin d'être remplis avant de passer à l'étape suivante. Et là, on va être un peu dans les mêmes questions. Si votre envie de contribuer au monde, c'est parce que vous avez un besoin de défi, voilà, ça peut être, ok, sauver le monde, c'est un challenge qui est à ma hauteur, voilà, ça va me mobiliser un moment, j'ai envie de partir là-dessus, ça me stimule, ça me challenge intellectuellement, voilà, ça peut être ça. Ça peut être un besoin de sécurité. On est dans un monde qui est légèrement anxiogène, encore plus quand on est en période de crise sanitaire et quand d'un autre côté plein de gens parlent d'effondrement. Donc il faut préserver notre avenir et celui de nos enfants. Ça peut être ça qui fait que vous vous levez tous les matins en disant il faut survivre, il faut qu'on y arrive, il faut faire un maximum. Voilà. Ça peut être un besoin de reconnaissance. Vous pouvez avoir un côté sauveur, par exemple, si vous connaissez du coup ces personnalités du coup sociologiques. Et un besoin de reconnaissance, c'est ok. On dit souvent, c'est quelqu'un a tout le temps besoin qu'on lui d'avoir de la reconnaissance. Écoutez, si c'est votre cas, c'est juste. En fait, c'est ok d'avoir un besoin de reconnaissance. Ne vous en voulez pas si c'est votre cas. Et tant mieux si c'est ça qui vous donne envie de passer à l'action. Et par contre, s'il est là, il faut le nourrir. Si vous avez besoin au quotidien qu'on vous remercie, qu'on reconnaisse ce que vous faites, c'est important et il faut trouver un moyen d'intégrer dans votre job ça. Donc, est-ce que c'est demander des feedbacks à vos clients? Il faudra trouver une manière. Sinon, vous serez en frustration permanente si vraiment c'est un besoin qui est fondamental chez vous. Donc, plutôt que d'essayer de le nier, de passer à côté, si c'est quelque chose, il faut le prendre en compte. Autre question par rapport au choix de l'impact, c'est qui sont les bénéficiaires? Et c'est là que je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Les bénéficiaires, c'est pas toujours la même chose que vos clients. Selon les activités que vous mettez en place, par exemple, les bénéficiaires pourraient très bien être des personnes éloignées de l'emploi, mais votre client, c'est Pôle emploi. Donc, savoir que la manière dont vous allez définir vos offres, les exprimer, d'un point de vue commercial et communication, il faut vraiment intégrer que la personne à qui vous vous adressez, c'est le conseiller Pôle emploi. Donc, qu'est-ce qui va lui faciliter la vie au conseiller Pôle emploi de pouvoir faire appel à vous? Après, bien sûr, il faut avoir intégré clairement les besoins des bénéficiaires parce qu'il faut les lister. Et puis aussi se poser la question de qui a identifié que c'était un besoin? Parce que parfois, on se fait des idées sur les besoins des bénéficiaires. Et en fait, ils sont à côté de la plaque. Je sais pas, typiquement pour des personnes qui sont sans domicile fixe,
Si vous ne l'avez jamais été, tant mieux pour vous, mais parfois ça peut être un petit peu difficile d'imaginer les vrais enjeux du quotidien de ces personnes-là. Il y a une association géniale qui s'appelle Le Carillon et qui travaille sur l'accompagnement des personnes sans domicile fixe. Et bah, typiquement, c'est précieux parce qu'ils sont en contact direct et ils vont vraiment avoir connaissance des enjeux. Et parfois, ça va être les horaires d'ouverture, de fermeture des douches, ça peut être la possibilité de laisser à un endroit ses affaires quand on va se doucher. Et qui a identifié ces besoins? Il faut que ces besoins soient remontés des bénéficiaires. La pyramide de Maslow, d'ailleurs, peut vous aider à définir à quels besoins vous répondez avec votre produit ou votre service. Ça aurait pu être une question, ça, sur est-ce que c'est plutôt des produits ou des services que vous avez. Mais bon, on pourra revenir sur ça quand on fera question-échange en direct. Pour savoir à quel impact vous avez envie de répondre, il y a un petit jeu qui peut vous aider. Si ce soir, vous étiez invité au journal télé de TF1 ou de France 2, quel est le message que vous souhaiteriez passer? Du coup, quelle est la cause qui, selon vous, là, a besoin de pouvoir être entendue par un maximum de personnes? Ou si vous aviez rendez-vous avec le président de la République, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire qui est absolument primordial et qui doit intégrer là dans ses objectifs des prochaines années? Et ça, voilà, ça peut vous aider à formuler vous ce qui vous touche aux tripes. Parce que on est bien d'accord, quand on décide de monter sa boîte, c'est tellement pas un parcours du combattant, mais c'est vraiment pas, vous choisissez pas la solution de facilité. Donc, il est évident que ce sont les choses qui font que vous avez envie de vous lever le matin qui vont être vraiment fondamentales. Surtout quand vous avez envie d'avoir de l'impact et pas uniquement de faire du fric. Parfois, on trouve des super solutions qui vont nous permettre de gagner de l'argent. C'est super, le but c'est d'être rentable, mais comme vous, c'est pas ça qui vous anime, faut être sûr que votre motivation, elle tienne dans le temps. D'ailleurs, on est dans l'autre sens, donc qu'elle tienne dans le temps. Sinon, vous risquez de vous démotiver, de lâcher, et puis c'est dommage si entre-temps vous avez perdu peut-être les ARE, enfin les droits au chômage que vous aviez qui vous ont permis de vous lancer. Les objectifs que vous comptez atteindre, je crois que du coup c'était un autre slide, mais je ne crois même pas qu'il y ait de visuel particulier dessus. Non, mais c'est ça, Chloé, je crois que si c'était ça, les objectifs. C'était avec cette partie-là, ouais, D'accord. Ok, enlever le slide, c'est pas grave, il y avait juste la question. Parmi les objectifs que vous comptez atteindre, la question, c'est d'arriver à trouver un équilibre, pareil, qui est juste pour vous. Donc, un objectif, vous avez sans doute fait les formations, ça doit être SMART. Donc, il doit être à la fois vraiment spécifique parce qu'il n'y a rien de pire, surtout quand on essaie d'agir pour la cause, que de se dire mon objectif, c'est de contribuer à un monde meilleur. Ok, alors vous allez le mesurer comment? Parce que ça peut être une course un petit peu fatigante si vous n'arrivez pas à définir clairement ce à quoi vous souhaitez contribuer. Donc, spécifique, mesurable. Atteignable. Donc, à la fois le R d'après réaliste, atteignable, et en dernier, le T, c'est mesurable dans le temps. Trouver l'équilibre entre quelque chose qui soit suffisamment ambitieux pour que vous soyez motivé, mais atteignable. Parce que c'est juste épuisant tous les matins de vous réveiller en vous disant que vous n'en faites pas assez. Et typiquement, je donne un exemple qu'on a vécu à mon job de sens. Je donne souvent des exemples perso, mais parce que autant vous donner un cas illustré. Au début, quand j'ai lancé cette entreprise, c'était d'accompagner surtout des groupes parce que je voulais pouvoir mettre la puissance du coaching, que je trouve qu'il est un outil fabuleux, mais à disposition du plus grand nombre. Et donc, pour ça, il fallait que ce soit plutôt des groupes parce que sinon, pour que ce soit rentable, ça coûtait beaucoup plus cher. Et du coup, groupe, ça voulait dire définir des dates précises, parce que les gens s'inscrivent avant une certaine date et remplir un groupe pour pouvoir le lancer. Et en fait, ça fait que tant que le groupe n'était pas rempli, les semaines d'avant, il fallait que je bataille pour être sûre que le groupe soit rempli. Puis au final, les groupes l'étaient, in fine, parce que je faisais suffisamment de communication, de webconférences gratuites, d'événements grand public, de publications, plein de choses, et ça se remplissait. Mais
les semaines où j'étais juste en train de me dire il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez de gens, et ben j'étais épuisée. Puis un groupe commençait, puis quand le groupe se finissait, il fallait de nouveau remplir un nouveau groupe. Et au quotidien, j'avais l'impression d'être dans cette lutte, cette quête du remplissage et des inscriptions, et ça devenait juste stressant, anxiogène, et ça a été pesant pour moi. Et c'est là que j'ai décidé de faire moins de collectif, plus d'individuel, pour avoir la possibilité d'avoir des personnes qui arrivaient au fur et à mesure et pouvoir me remettre à écrire pour faire des publications, mais avec plaisir, pas juste pour me dire il faut absolument écrire pour prouver qu'on est légitime, pour prouver qu'on a des choses intéressantes à partager. Et voilà. Donc, trouvez quel est, vous, le morceau d'objectif que vous voulez prendre. Et on ne va pas changer le monde tout seul ou toute seule. Donc, quel morceau de cette immense tâche vous voulez prendre et avec qui vous allez vous allier. Alors, la partie sur les alliés, on reviendra après quand on parlera des personnes ressources, mais c'est effectivement une question précieuse. Alors, je vois une question de Aurore. Agir concrètement pour réduire l'empreinte carbone et créer du lien. L'impact est mesurable sur les campagnes de communication éco-responsables. Oui, Laura, j'ai juste posé la question. Est-ce que certains peuvent nous partager leur pourquoi? D'accord, ok. Donc, il y a Marie, voilà, c'est juste pour qu'on se nourrisse aussi des pourquoi. Donc, si vous aussi, vous voulez encore continuer à partager, on a aussi Marie qui nous expliquait que c'était d'aider les personnes qui ne sont pas à l'aise à l'expression orale. Voilà, continuer à enrichir, ça peut être très intéressant. Et puis même pour réseauter à la fin, pour vous donner des contacts, je pense que ça peut être intéressant si vous rejoignez sur des causes communes. On a aussi une autre question dans Q&R, Laura, mais je pense qu'on va peut-être y répondre après. Ok. Ça marche. La partie suivante, c'était sur du coup communiquer sur vos engagements. Clairement, ça va être, moi, ça a été le challenge, je crois, le plus difficile, ou vraiment un des plus difficiles. Comment arriver à justifier des partis pris, à valoriser cet engagement. Va y avoir à la fois le fond et la forme. Et ben, typiquement, du coup, Aurore qui dit la communication éco-responsable, ben, si vos engagements, ça passe aussi par avoir un site internet qui soit pas trop lourd. Vous aurez des images qui soient pas trop lourdes parce qu'elles vont être difficiles à charger. Est-ce que vous publiez beaucoup de photos, des vidéos? Est-ce que vous envoyez beaucoup d'emails avec des pièces jointes très très lourdes? La forme, ça va quand même faire partie de vos engagements parce que ça fera partie de votre impact. Il y a la question des allégations que je mentionnais rapidement tout à l'heure. Clairement, c'est quelque chose qui est devenu un peu... je ne crois pas que ce soit réglementé, mais en tout cas, vous pouvez vous retrouver épinglé si vous... c'est de la publicité mensongère, en fait. Si vous dites que que vous avez un produit qui est biodégradable alors qu'il ne l'est pas, c'est mal, c'est pas très bien. Et puis de bien vous comprendre les distinctions entre qu'est-ce qui est, si c'est recyclé, recyclable. Enfin, il y a plein d'allégations. Donc, si vous tapez allégations environnementales, l'ADEME, bon, si vous bossez sur une activité environnementale, vous connaissez sans doute déjà l'ADEME. En gros, c'est le bras armé du ministère de l'écologie. Ils ont fait tout un rapport pour illustrer tous les mots que vous pouvez utiliser. Sur les questions sociales, c'est la même chose. Si vous décidez de créer une entreprise sociale, il y a des choses particulières, des critères à remplir. Chloé, est-ce que tu pourrais mettre le slide suivant, s'il te plaît? Je crois que j'ai mis du coup... Oui, c'est ça. Bon, c'est un peu pixelisé, mais en gros, c'est la BPI, donc la Banque publique d'investissement, qui a fait cette petite infographie pour illustrer les principes de l'économie sociale. Et alors, je crois que c'est plus le suivant au final, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. En gros, il y a quand même des principes forts de l'économie sociale auxquels vous devez répondre. Si vous dites que vous êtes une entreprise sociale, il y a ces concepts de gouvernance partagée, que la base de votre activité elle soit sur une mission, c'est le projet qui prime sur l'argent, sur le capital, le fait d'avoir une lucrativité limitée, ce sont des points clés qui sont indispensables pour valoriser votre engagement. Et ça fait que vous pouvez aussi décider d'avoir l'agrément
ESUS pour être une entreprise solidaire d'utilité sociale. Mais on pourra parler d'ESUS si ça vous intéresse. La question est aussi de savoir, est-ce que dans votre cas, c'est intéressant de chercher à avoir cet agrément ESUS parce que c'est beaucoup de travail et parfois ça n'en vaut pas la chandelle. Si au final 99% des gens ne savent pas ce que c'est, passer près d'une année pour valoriser, enfin pour faire en sorte d'avoir l'agrément et derrière que vous n'en ayez pas forcément besoin, passez votre temps à autre chose. Mais ça ne vous empêche pas, vous, d'avoir dans vos statuts rédigés de manière explicite le fait que vous êtes une entreprise à mission, que vous avez une gouvernance partagée avec vos partenaires, que ce soit en interne ou en externe, que vous avez une lucrativité limitée. Ce sont des messages clés assez forts. La question suivante, c'était du coup sur les ressources. Donc, quelles sont les personnes ressources qui vont permettre de démultiplier votre impact? Clairement, vos alliés et la forme juridique que vous aurez choisie, elle va vous permettre aussi d'impacter sur vos alliés. Il y a par exemple des lieux, alors si vous êtes dans le BGE Club, il y a de grandes chances que vous soyez majoritairement à Paris, donc je vais prendre des exemples de lieux parisiens, mais il y en a dans quasiment toutes les communes, ou en tout cas les grandes communes de France. Il y a des lieux, donc à Paris, comme la Maison des acteurs du Paris durable ou la recyclerie, qui accueillent gratuitement des événements d'association. Et donc ça, c'est super parce que ça peut donner une super visibilité. Mais si vous avez un statut d'entreprise, à la Maison des acteurs du Paris durable, ils vous diront non, parce que c'est une structure qui dépend de la ville de Paris et donc ils n'ont pas le droit de mettre en avant particulièrement certaines entreprises plutôt que d'autres. Donc dans ces cas-là, il vous faudra montrer patte blanche et du coup trouver un moyen pour par exemple faire intervenir d'autres personnes pour que ce ne soit pas juste de la pub, mais que vous puissiez quand même vous trouver un moyen de valoriser ce que vous faites et à la fois de vous faire connaître, parce que faire de l'événement, ça vous permet d'être connu, de faire intervenir d'autres personnes qui peuvent être des partenaires, ça peut faire de la publication suite à ça. Enfin bon, il y a plein d'avantages à faire de l'événementiel. Donc, les alliés. Comment trouver des alliés? Alors, pour ça, le BGE Club, effectivement, c'est une super opportunité. Et Chloé, c'est ce qu'elle fait beaucoup, de pouvoir organiser des événements. Je crois que tu me disais tout à l'heure que tu allais organiser un événement à la rentrée, un after-work pour aider à trouver Oui. des associés. Vas-y. Oui, c'est en cours. Alors, on va voir si on peut le faire en septembre. Mais effectivement, oui, le but, c'est qu'on puisse redémarrer des rencontres physiques. Après, au vu du contexte sanitaire, on fait un peu attention. Mais effectivement, oui, on essaiera de continuer les speed meetings, des rencontres entre associés. En tout cas, sûr, vous continuerez à avoir des conférences, mais je ne sais pas encore si elles seront en physique ou en digital. Encore. Mais il y a plein de lieux aussi ressources, effectivement. Bah, typiquement, voilà, le fait de rencontrer des personnes qui font des choses, enfin, soit vous pourriez clairement vous associer, soit vous pouvez trouver des partenaires parce que vous aurez mutuellement intérêt à vous mettre en avant, des prescripteurs, des personnes qui du coup reçoivent typiquement des sollicitations qui correspondent à ce que vous faites, mais qui eux n'ont pas comme mission d'y répondre. Donc essayez comme ça de faire une petite cartographie pour identifier l'écosystème dans lequel vous avez envie d'évoluer et vous demander qui pourrait avoir besoin de vous. C'est pas toujours facile d'oser aller demander de l'aide ou justement ces mises en relation, mais ça peut être tellement précieux si quelqu'un d'autre peut vous aider à voir ce que vous avez apporté et qui pourrait en avoir besoin, c'est clé. Quand on fait l'ikigai, dans la partie du bas qui correspond à la rémunération, la question que j'invite à se poser, c'est qui a intérêt à ce que vous faites existe ou ce que vous voulez faire. Qui a intérêt à vous payer pour que vous puissiez faire ce que vous faites de mieux? Et du coup, cette question-là aide à se dire, clairement, c'est l'État. Ou clairement, c'est Pôle emploi, parce qu'ils doivent payer toutes les allocations, alors que si je les aide à trouver un job plus vite, ils resteront moins longtemps, donc ils ont plutôt intérêt à fonctionner comme ça. Donc, à vous de regarder qui aurait intérêt. Parfois, ça peut être les collectivités.
Après, il faut bien sûr se dire que dès qu'on essaie de taper sur des budgets publics, ça peut être très instable. Ça peut être des budgets existants. Enfin, c'est aussi bien. Enfin, ça peut être génial, comme ça peut être très long. Les collectivités peuvent être des mauvais payeurs, c'est-à-dire s'engager et finalement ne pas payer, ou payer très tard, ou hélas elles subissent, là typiquement la crise, ça va avoir des conséquences là-dessus. Donc, trouver des particuliers, ça peut être bien parce que ça peut payer plus tôt. C'est des gens qui se disent, s'ils se disent oh, super, vous proposez ce truc-là, mais c'est génial, trop bien, je l'achète. Ok, ça peut être très bien, ça peut être plus rapide. Mais ça peut être sur des budgets moins importants que si vous faisiez appel à des entreprises. Par contre, les entreprises, ça peut être plus difficile. Ah, d'accord, mais alors attendez, on va vous faire entrer en concurrence. Bon, on va faire un appel d'offres. Si vous n'avez jamais rempli d'appel d'offres, bon courage. Et puis, on va faire un appel d'offres. Et puis, ah oui, mais en fait, on n'est pas sûr. Et puis, on va le faire. Et puis, vous, il s'est passé 1 an, en fait. Parce que la personne en face, je ne sais pas, c'est un DRH, c'est un acheteur qui, au quotidien, peut être salarié d'une boîte confortable. Et puis, pour vous, ça peut être un peu oppressant. Donc, qui a intérêt à payer pour votre service et quels sont les comportements d'achat de ce type de public. Donc ça, c'est pour la partie des alliés, des clients. Et on va parler aussi un petit peu de la concurrence. Parce qu'effectivement, si vous cherchez à vous inscrire dans l'économie sociale, on va parler bien sûr de la magnifique coopération, c'est évident, mais il y a aussi de la concurrence. Et ça peut être très difficile à vivre, très frustrant quand vous, au quotidien, vous avez décidé de vous lancer parce que vous aviez une idée que vous trouviez juste et altruiste et humaniste. Et derrière ça, et paf, concurrence, du coup, vous êtes exclu du truc. Mais c'est pas juste. Ça peut être assez difficile à vivre. Donc, il faut trouver l'équilibre qui va être sain pour vous dans votre rapport à la concurrence. Typiquement, c'est essentiel quand vous faites votre étude de marché de faire un benchmark. Ok, qui existe, ils font quoi, comment est-ce qu'ils le présentent, ok, ils ont quelle forme juridique, ok. Mais à côté de ça, ce sera peut-être bien de ne pas les regarder tous les jours. Ou si vous vous abonnez à leur newsletter, de ne pas les regarder forcément tous les jours, ou peut-être pas forcément le matin au réveil, quand d'un seul coup, vous vous lancez, vous mettez à bosser, et puis là vous voyez, oh, il lance ça. Voilà, ça peut vous plomber pour la journée. Comme je vous disais tout à l'heure, on est vraiment... vous êtes votre outil de travail, donc il faut le bichonner, votre outil de travail. Et c'est vrai que parfois, si vous avez ce type de sensibilité, à un moment, au début, ça a été très dur parce que je cherchais ma légitimité. Déjà, je me suis fait quand même 2 ans de formation pour devenir coach. Ça m'a coûté 15 000 euros. J'avais un fort besoin de légitimité. Et c'est vrai que quand j'ai vu d'autres acteurs qui commençaient à faire des choses, et tout de suite, ça m'a déstabilisée. Et puis, je me disais, mince, mais du coup, je ne fais pas assez bien. Ou c'est pas... Enfin, à un moment, il faut aussi, vous prenez une décision, vous montez votre projet et vous y allez. Et vous mettez un petit peu de voile autour pour pouvoir avancer au quotidien parce que ça peut être plombant. Dans l'économie sociale, il y a quand même une particularité dont il faut avoir conscience dès le début parce qu'elle peut être quand même déstabilisante. C'est une forme de concurrence qui peut exister entre soit les entreprises de l'économie traditionnelle. Admettons, vous montez un certain type de service et il y a des boîtes donc, de l'économie traditionnelle qui cherchent la lucrativité, alors que vous cherchez bien sûr la rentabilité, mais ce n'est pas la lucrativité qui vous fait voler le matin. Mais donc des gens qui disent « Ah super, il y a une opportunité de business » et qui viennent sur votre secteur. Et vous dites « Oui, mais du coup c'est un peu injuste parce qu'on n'a pas les mêmes moyens en com, c'est une boîte qui existe depuis longtemps, ils sont plus visibles, alors que moi j'étais super engagée. » Ça peut être frustrant. Et d'un autre côté, ça peut être aussi des organisations, des structures de l'économie sociale qui voient du développement, qui n'étaient pas positionnées là-dessus. Du coup, quand vous vous êtes lancé, vous dites super, il y a un manque, il y a un besoin, je vais aller répondre à ce besoin. Et puis là, en fait, d'un seul coup, il y a plein de gens qui arrivent sur votre terrain parce que vous avez un peu ouvert une niche. Ça peut être dur. Et du coup, pareil, voilà, gardez l'esprit calme sur votre position. Si votre marketing mix il est juste, ça va le faire.
Rappel, du coup, le marketing mix, toujours pareil, c'est qu'est-ce que j'ai comme produit, je le vends à quel prix, sur quel type de canaux, je m'adresse à qui. Voilà. Si là-dessus, vous avez fait quelque chose qui est bien pensé, ben, essayez voilà, d'avancer à votre rythme. S'ils sont mis là-dessus parce que la niche grossit, ben, peut-être qu'il peut y en avoir pour tout le monde. Donc, essayez de rester sur justement sur ce qui fait votre différence. Donc là, on revient encore sur l'histoire de tout à l'heure, sur les forces, les talents là-dessus. Parce que de temps en temps, la concurrence peut être saine. Elle peut être stimulante à une période où vous vous endormiez sur vos lauriers, ou ça peut être source d'innovation. Vous pouvez vous dire « Ah super, ils font ça, c'est vrai que je n'avais pas pensé à le faire de cette manière-là. » Typiquement, à vous lancer en visio. Enfin voilà, vous pouvez tout à fait le faire comme ça. Je crois que c'est tout du coup ce que j'avais prévu de vous dire là-dessus. Donc, avant de passer aux questions, la conclusion, donc c'est ça. Appuyez-vous vraiment sur vos forces. Un projet impact, ça va être très très lourdement ancré sur vous, donc vous avez tout intérêt à être solide et à vous rappeler tous les matins pourquoi vous faites ça, parce qu'en vrai vous ne le faites pas pour la cause, vous le faites pour vous. Mais du coup, le pour vous, c'est quel est le besoin auquel ça répond. Toujours pareil. Est-ce que c'est donc votre besoin de reconnaissance, mais voilà, vous reconnectez à vous. Sinon, ça ne tiendra pas. Et Chloé, si tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. Ouais, c'est celui-là. Si jamais il y en a qui sont intéressés, justement par cette histoire de talent, pour découvrir vous quelles sont les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vraiment apporter votre force au projet et puis toujours pouvoir vous reconnecter à votre recette perso. Du coup, je voulais faire un code promo spécial pour vous. Donc, le code, c'est WebConfBGE. Tout simplement, il y a un accompagnement qui est vraiment dédié aux entrepreneurs et je proposais d'avoir 30 € de réduction. Donc, ça passera à 165 € hors taxe. Ça comprend du coup la séance de coaching pour vous accompagner. Donc, c'est une séance qui dure 1h30 et qui se fait en visio. Des fiches pour approfondir sur vos différents talents et bien sûr, du coup, des conseils personnalisés pour que ça puisse alimenter votre objectif, pour que vous puissiez continuer à grandir à avancer, à exceller vraiment sur ces talents-là. Et je vais rajouter dans le chat le lien direct pour si ça vous intéresse pour l'inscription. Et voilà. Écoutez, si vous voulez, ça fait presque 1h pile poil. On peut passer aux questions. Super, merci beaucoup Laura, c'était vraiment chouette. C'était très complet. J'imagine que vous êtes tous ravis. Enfin, j'ai eu quelques retours positifs, donc merci à vous. Alors, je vais reprendre les questions, parce qu'on avait une question. Je t'invite à la lire peut-être dans un premier temps, Laura, de Patrick. Justement parce que ça fait bien le lien avec le coaching. Je cherche. C'est pas dans le chat, c'est dans question. Ah, pardon. Ok, j'y étais pas du tout. Et n'hésitez pas à laisser vos questions donc, soit dans le chat. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que votre approche permet d'aider à trouver le bon chemin de la reconversion quand on a fait une carrière de management IT vers une cause environnementale pour contribuer à un mouvement en marche de la sauvegarde de la planète? Je le fais de façon associative, de façon intensive, mais mon objectif est d'aller plus loin pour concrétiser cet engagement à travers un projet et la création d'une structure. L'objectif, comment sensibiliser au passage du « je ne me sens pas concerné » à « je le deviens, j'agis seul, j'agis en groupe et je pérennise les actions dans le futur ». Oui, typiquement Patrick, c'est exactement le type de profil que on accompagne à mon job de sens. Toujours pareil, l'idée est donc de faire le lien entre vous, votre projet, votre idée, comment vous le montez et comment vous vous appuyez, comment vous faites votre transition professionnelle là-dedans. Super, merci Laura. Il y a Michael aussi qui souhaite appartenir à une CAE de type Copanam et souhaite lancer un projet autour de la gastronomie responsable avec sa maman. Que pensez-vous de ce format des coopératives?
Alors, je suis très fan des CAE. Donc CAE, coopérative d'activité et d'emploi. À Paris, les deux plus connus, c'est Copanam et Port Parallèle. Le but, le principe, c'est que vous ne montez pas une entreprise au final. Donc, c'est peut-être pas très bon pour les stades de BGE par contre. Mais l'idée, c'est que vous montez en fait une marque, mais vous intégrez une structure, en l'occurrence une coopérative. Vous faites rentrer votre chiffre d'affaires et la coopérative transforme ce chiffre d'affaires en bulletin de salaire. Donc, vous avez toutes les protections sociales dont bénéficient les salariés. Donc, chômage, sécu et retraite. Mais du coup, avec les cotisations sociales qui vont avec, bien sûr. Mais quand on est en SAS, on a les mêmes cotisations sociales, sauf que, par exemple, vous n'avez pas le chômage parce qu'on considère que vous êtes dirigeant, vous l'avez choisi. Donc, si votre boîte, si vous avez besoin du chômage, c'est que vous avez mal géré votre... Enfin bref, vous étiez dirigeant, donc c'était votre décision. Vous le décidez, vous ne subissez pas. Donc, c'est à eux. Donc, je trouve ça génial parce que, mine de rien, ça permet quand même vraiment de se concentrer sur l'activité purement et pas de vous encombrer avec toute une partie d'administratif. Eux, ils prennent à peu près 10%. C'est entre 10 et 12 dans les coopératives en France à peu près. Ils prennent 10% sur le chiffre d'affaires hors marge. Un truc comme ça. Et vraiment, quand vous faites le calcul à la fin de l'année sur tout ce que vous devez payer en temps normal, justement, d'experts comptables et tout ça, c'est assez rentable. Moi, ce que je trouve bien, c'est que vous avez à disposition, quand vous posez des questions, vous avez un interlocuteur. Et c'est vrai que sinon, souvent, quand vous avez certaines questions, vous êtes un peu obligé de chercher des interlocuteurs et direct de payer. Donc, au final, vous ne posez plus la question parce que vous dites, mais à qui je vais la poser, puis je vais payer qui. Donc ça, c'est un truc que je trouve très bien. Il y a le réseau. Donc, c'est vrai que vous n'êtes jamais... Enfin, c'est le même principe que le BGE Club, mais c'est vrai que du coup, c'est des gens... vous faites vraiment partie de la même structure au quotidien. Donc, c'est puissant. Vous avez envie vraiment de... Enfin, ça croise beaucoup. L'intérêt aussi, c'est la trésorerie. Parce que vous faites donc... quand vous présentez votre chiffre d'affaires ou votre capital, vous faites le chiffre d'affaires, enfin, vous présentez le chiffre d'affaires de toute la coopérative. Donc, ça peut monter à des millions d'euros. Quand vous seul, vous faites 10, 20, 50 000, même 200 000 euros de chiffre d'affaires par an, c'est quand même plus puissant. C'est plus facile pour répondre à des appels d'offres. Vous pouvez vous associer avec les autres coopérateurs. Donc, on parlait de la trésorerie, puisque parfois on parlait des collectivités. Typiquement, si vous avez des devis validés, la coopérative vous fera votre bulletin de salaire, mais vous n'avez pas cet enjeu de trésorerie qui peut être très stressant. Je crois que c'est ça les différents points. Moi, au final, j'ai monté une SASU, mais il y a eu beaucoup de jours où je me suis dit, pourquoi je ne suis pas rentrée dans une CAE. Mais je me suis rappelé qu'à la base, si j'avais monté mon job de sens, c'était parce que je voulais transformer la SASU en SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, parce que je voulais assez rapidement faire rentrer du coup dans le conseil d'administration, enfin comité d'action, on va dire, Pôle emploi, le ministère, l'ADEME, les partenaires vraiment acteurs, les bénéficiaires, et c'était ça le but. Et puis, entre-temps, j'ai été enceinte, j'ai eu un bébé, et puis je me suis dit que le passage en site, il attendrait un petit peu dans les priorités. Et voilà. Super, juste pour compléter, alors on avait Aurore qui disait justement qu'elle était chez Clara, qui est une autre coopérative. Et également, il y avait une question, effectivement, l'intervenant parle de faire ça avec sa mère. Alors effectivement, il faut voir avec la coopérative si vous êtes plusieurs, parce que c'est pas toujours simple. En fait, c'est comme en couveuse, pour ceux qui ont été en couveuse, c'est un contrat par personne. Mais de mémoire, vous pouvez vous associer. Pour répondre aux statistiques, nous, du moment que vous êtes périn dans l'emploi à BG, on est super content pour vous. Donc, si vous êtes salarié de la coopérative, ça nous va aussi très, très bien. Et si vous ne pouvez pas, parce que faites attention quand même en coopérative, si vous avez des gros investissements, en fait, ça dépend vraiment du projet, ça peut ne pas être cohérent avec une coopérative. Bon, certaines peuvent le faire, d'autres non. Donc voilà, la première étape, c'est vraiment d'aller faire une réunion d'information avec 2 ou 3 coopératives près de chez vous.
Et si vous n'êtes pas éligible, ou même si vous voulez créer votre structure, il y a quand même l'accompagnement sur les 3 années de BGE Paris, entrepreneur #leader, qui fait aussi par les chambres de commerce et chambres de métiers, juste pour compléter. Et aussi par les autres acteurs d'entrepreneurs leaders. Alors, je continue. Moi, j'avais juste un point à compléter aussi quand on parlait de l'ESS. Tu as cité l'ADEME, qui est vraiment une super ressource sur l'environnemental. Il y a BPI France Création, mais il y a aussi l'Avise, qui a énormément de ressources en ligne si vous cherchez des informations sur le côté social, qui est très fourni avec des guides très complets. L'Avise, la CRES, du coup aussi, oui. Les chambres régionales de l'ESS. Et d'ailleurs, quand tu dis ça, Chloé, ce qui est important, c'est qu'il y a un amalgame qu'on fait très souvent, mais l'économie sociale, c'est pas que du social. Ça paraît à la fois absurde et évident, mais en fait, l'économie sociale et solidaire, c'est le fait que vous ayez intégré une mission dans votre démarche, dans votre projet d'entreprise. Mais si par exemple vous voulez monter un restaurant zéro déchet et qui fasse pas de gaspillage, qui récupère les épluchures pour les composter, enfin, bref, dans cette démarche-là, et que vous voulez le faire dans un statut, enfin pour rentrer dans l'économie sociale, c'est pas forcément du social. C'est l'économie sociale, c'est le fait de le faire dans une démarche avec un projet et les autres critères que je vous ai donnés tout à l'heure. Mais on a tendance à l'oublier et à se dire, il y a des actions environnementales qui font partie de l'économie sociale. C'est ça que je voulais dire. Oui, complètement. Merci, Laura. Non, mais genre Phoenix et Enercop, oui. Ce sont des boîtes de l'économie sociale. Or, les deux ont en vrai une action qui est avant tout orientée sur l'environnement. Oui. J'ai pas d'autres questions. On peut revenir peut-être sur les pourquoi ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Il y avait dans les pourquoi donner accès aux personnes à des compétences et des savoirs qui les aident dans leur travail, leur pratique créative pour reprendre confiance en soi. Est-ce que tu penses, Laura, que c'est assez défini ou qu'il faudrait encore... Je la recherche. C'est Aliénor. Oui, alors, c'est son pourquoi. Mais du coup, Aliénor, est-ce que vous vouliez un retour sur votre pourquoi? Ou vous le partagez publiquement? Pourquoi pas? Je ne veux pas commenter. Elle propose pourquoi pas. Je ne me permets pas de commenter les projets des gens juste comme ça. Donc, donner accès aux gens à des compétences, à des savoirs qui les aident dans leur travail, leur pratique créative. Et est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement donner la parole à Aliénor qui nous explique ce qu'elle fait en plus que 1 ligne et demie, hein? Alors, hop là, Aliénor. Si Aliénor veut parler, bien sûr. Oui, bonjour. Bonjour Aliénor. Merci de me donner la parole. Je ne veux pas monopoliser trop de temps, mais c'est un projet d'un lieu de travail et de pratique créative. Donc on appelle ça tiers-lieu ou voilà, lieu de travail, lieu de fabrique qui va être créé bientôt, qu'on est en train de créer. Donc voilà, l'idée, le pourquoi vraiment. Après, moi j'ai beaucoup tourné autour du pot, mais je crois que vraiment, si je me dis la chose qui me fait vibrer, ou je me dis tous les matins, je me le répète et ça continue à me plaire, c'est ça, c'est l'idée de redonner confiance aux gens en leur donnant accès à des... Tout le monde est capable de faire des choses, mais les gens ne le savent pas forcément. Et donc, en leur faisant faire des choses, ils vont grandir dans leur vie sur plusieurs aspects, voilà, avec des conséquences qui seront diverses. Mais c'est super. C'est à quel endroit? À Paris? C'est dans la Drôme. Ah, super. Pardon, moi, je suis basée dans le Var, alors j'aime bien quand c'est en dehors de Paris aussi. C'est super. Mais voilà, okay. Il y a d'autant plus besoin de... Enfin, je pense que les tiers-lieux ont d'autant plus d'importance dans des communes plus petites qui ont pas l'habitude d'avoir on va dire, la richesse d'animation, de conférences et d'ateliers qu'on peut trouver justement à Paris, en Île-de-France ou dans des grandes villes. Enfin, une fois qu'on est sorti de Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Marseille, tout ça, c'est vrai que
voilà, dans ces villes-là, tous les jours, il y a une conférence, un atelier, un truc sympa, un endroit où on sait que. Et, je trouve que c'est ça qui fait la richesse de l'engagement sur les territoires. Et c'est ça qui fait que les gens ont plus de chances de se connecter aussi avec d'autres acteurs. Enfin, je pense que les tiers-lieux sont vraiment des solutions d'avenir. Après, du coup, quel est le modèle économique que vous avez trouvé pour ça? Le modèle économique, c'est du coworking, c'est de la location de salles, c'est parfois de la buvette ou de la vente voilà, de choses à manger en partenariat avec des restaurateurs du coin. Voilà, il est multiple en fait dans les tiers-lieux. Je pense qu'il faut varier beaucoup les sources de revenus parce que sinon c'est trop fragile. C'est clair. Après, un des plus gros tiers-lieux qui est connu à Paris, c'est la recyclerie. Et leur partenaire, c'est Veolia. C'est sûr que quand on s'appuie à une entreprise, alors on n'est pas obligé d'aller chez Veolia, hein, mais ça aide quand même à pouvoir... Enfin, une entreprise ou un partenaire, ou plusieurs partenaires, mais qui aident un peu à stabiliser, ça peut aider. Ouais. Ou des gens qui auraient intérêt à ce que vous existiez, par exemple, si vous le couplez à, je sais pas, une coopérative de distribution alimentaire qui veut faire de la vente, mais ponctuellement, pas forcément tous les jours, pas forcément avoir une épicerie ouverte de 10h à 19h, mais qui aurait intérêt à ce que ce lieu-là existe, parce qu'en plus, il y aura du passage. Oui, absolument. C'est une bonne... de le rapprocher, en fait. Enfin, il faut quand même avoir conscience que pendant la crise sanitaire, un des marchés qui s'est le mieux développé, c'est quand même l'alimentaire et les circuits courts. Parce que tout le monde a flippé qu'il n'y ait plus suffisamment de nourriture qui arrive jusqu'à eux. Donc, c'est vrai que d'un seul coup, on s'est dit, OK, il y a quoi à côté de chez moi? C'est là que les gens, d'ailleurs, en ville ont aussi réalisé que dans une ville comme Paris, il y a, je crois, 3-4 jours d'autonomie alimentaire. En 3-4 jours, il n'y a plus de nourriture sur la ville. Flippant ou pas? Donc, l'intérêt de pouvoir redonner de la place pour ces projets qui soient en production verticale ou sur les toits ou la gestion de l'alimentation. Merci beaucoup. Alinor, moi j'avais une question. Oui. Est-ce que ça sera dans la Drôme en zone rurale ou pas? Alors, c'est ce qu'on appelle du périurbain. C'est à 15 km de Valence, qui est la préfecture, qui est 65 000 habitants. Donc, c'est pas le plein rural, mais c'est une petite ville de 6 000 habitants. Voilà. Ok. Dans le doute, quand même, retourner sur la Vise parce qu'ils font beaucoup de choses aussi. Je ne suis pas conventionnée, la Vise est une agence nationale de l'ESS, mais ils ont fait énormément de documentation sur les tiers-lieux, justement. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé. Ouais, ça me dit quelque chose. Enfin, je vais regarder en tout cas. Merci du conseil. Ouais. Et ils faisaient aussi sur du rural, mais là, si vous êtes en périurbain, c'est un peu moins Ok. Je vous remercie. Et il y a Sini et Oko qui sont du coup je ne sais pas comment ça s'appelle, une agence peut-être, qui a donné naissance à la recyclerie, Cité Fertile, enfin d'autres tiers-lieux à Paris, qui lancent une formation là bientôt, puisque du coup on va publier un article sur ce qu'ils font. Ça aide. Ouais, je les connais. Ouais. Super. Merci. On a aussi Aurore qui a levé la main. On a d'autres questions aussi. Moi j'ai vu une question de Céline et une question de Georgette. Alors, allons-y. Commençons par Georgette. Allez, comment avez-vous trouvé vos collaborateurs? Ce sont les dons de l'univers. Je ne sais pas comment dire différemment. Quand j'ai quitté Zero Waste France, il y a une ancienne collègue qui m'a dit « Ah, mais tu vas monter ça, mais c'est génial !» Et d'ailleurs, je connais quelqu'un qui pourrait être intéressant avec qui échanger. Du coup, c'était le fameux Olivier Perrin qui bossait encore au ministère et qui m'a dit « Mais lui, à ce moment-là, il était encore fonctionnaire au ministère. Il m'a dit « Mais c'est juste trop génial. » Du coup, lui, il a été exclu. C'était un homme, et du coup, je ne l'ai pas mis sur la fiche. Je plaisante, bien sûr. Mais donc, je l'ai rencontré comme ça, par une mise en relation. Et puis, Céline, en l'occurrence, j'ai fait ma formation de coaching avec elle. On s'est retrouvés dans la même formation. Du coup, on a un peu matché. Camille, c'est Céline qui me l'a envoyé. Et d'ailleurs, c'est drôle, puisque Camille Dorival est une amie de la directrice de BGE. Emmanuel Badwix, on s'est retrouvés aussi chez International Mosaïque, l'école de coaching. On a fait un module ensemble et voilà. Et puis après, il y a aussi d'autres gens qui nous contactent, mais c'est vrai que là, on se trouve. C'est vrai que maintenant, on commence à être un peu plus visible, donc les gens nous trouvent. Et la question de Céline. Merci, oui.
C'était « Je viens d'intégrer la couveuse BGE avec un projet d'accompagnement individuel et collectif par des approches psychocorporelles, danse, théâtre. J'ai beaucoup de difficultés à identifier et choisir mes bénéficiaires. Ma stratégie, et ça me paralyse. En effet, je vois beaucoup de cibles très différentes, B2B, B2C, associations, écoles, qui pourront en bénéficier. Auriez-vous un conseil pour réussir à me focaliser ?» Alors, là, je pense que Chloé est tout à fait, au moins aussi pertinente que moi pour répondre, voire plus vu le nombre de personnes, le nombre de projets que tu as accompagnés. Je pose un truc, je te laisse compléter. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est 2 questions. Ceux qui vont vous faire kiffer et ceux qui vont vous faire bouffer, pour le formuler comme ça. Parce que là, je vois les écoles. Les écoles n'ont pas de budget, ou pas beaucoup. Donc, eux, c'est probablement pas ceux qui vont vous faire manger. Ça peut être un kiff, mais en vrai, à vous de voir peut-être les 20-80, comme dirait Pareto. C'est-à-dire un économiste qui dit qu'il faut qu'en gros 20% de vos actions entraînent 80% de résultats. Donc, idéalement, ce serait de voir comment est-ce que le plus rapidement possible, vous pourriez arriver à avoir une activité qui soit équilibrée, rentable. Donc, est-ce que c'est en B2B, en B2C ? À voir en fonction des tarifs et des partenaires que vous avez déjà. Si vous avez déjà, par votre activité professionnelle précédente, un gros réseau de contacts de partenaires entreprises, ça peut être relativement rapide. Et au moins, vous lancez ça tourne. Et à côté de ça, vous pouvez décider au final, après, de monter de l'accompagnement auprès de particuliers, mais je dirais au moins rassurer le truc, poser l'assise de votre boîte et après vous allez pouvoir vous différencier. Et c'est vrai que le plus rassurant, ce sera que ça tourne. Chloé, Oui, alors déjà, moi je repartirai sur ce qu'a dit aussi Laura sur le pourquoi déjà, parce que des fois quand on n'identifie pas sa cible, c'est que des fois le pourquoi, par exemple, hein, on veut aider en fait les écoles, parce que c'est vraiment ça qui nous fait vibrer, et au final on se retrouve à avoir une cible complètement différente qui n'est pas très cohérente avec notre ambition première. Donc c'est bien déjà peut-être d'identifier vraiment pourquoi vous faites ce projet. Ensuite, et d'y aller par étapes et de se dire, OK, je vais en tester. Le but des Cause Lab, c'est aussi de tester, expérimenter les choses, mais les séquencer dans le temps. C'est-à-dire, par exemple, les écoles, ça peut-être que là, c'est pas la bonne période puisque c'est la fin de l'année. Puis en plus, en ce moment, c'est peut-être pas facile, mais peut-être le séquencer, vous faire un vrai rétro-planning en disant, bah, voilà, les associations, le mieux, c'est de les contacter à telle période parce que c'est là où elles ont des budgets. En B2B, les entreprises, quand est-ce que ça va les intéresser? Bah, je vais plutôt les contacter là. Et clairement, la couveuse, c'est aussi vraiment le moment où vous pouvez tester vos cibles pour qu'ensuite, ça roule. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, si Céline a besoin d'explications un peu plus. Mais je ne connais pas très bien le projet. Après, vraiment, votre conseiller ou votre conseillère pourra vous éclairer parce qu'il ou elle connaît beaucoup mieux votre projet. Donc, n'hésitez pas à échanger sur vos frustrations. Je sais que ce n'est pas toujours simple. Je ne sais pas si Laura peut, peut compliquer parce que des fois, c'est vrai qu'on n'ose pas nous dire les choses, mais il faut en fait, on est vraiment là pour ça. Hein. Les périodes de doute, elles sont assez saines en fait. Et justement, ça c'est intéressant à échanger avec son conseiller. En tout cas, il ou elle est là pour ça. Je ne sais pas si toi, Laura, tu voudrais partager. Je sais que j'ai eu des périodes de changement de cap, comme je vous disais tout à l'heure, hein, déjà de faire moins de collectif et plus d'individuel. Puis aussi envie à un moment de faire évoluer l'activité, de partir sur justement d'autres formules, puisque on a vu que les talents, ça marchait hyper bien. En fait, les talents, j'ai découvert cette approche, je ne sais plus il y a combien de temps, mais j'avais adoré à titre perso, ça m'a donné vachement de courage, ça a clarifié pour moi beaucoup de choses dans ma vie, aussi bien pro, mais même personnelle. Enfin, et puis, j'ai repris confiance parce que j'avais l'impression de m'éparpiller. Peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui sont sujettes à l'hypersensibilité et qui du coup entendent vous faire vite être hyper enthousiaste mais hyper déçu. Et c'est vrai que d'avoir l'approche par les talents, ça aide à un moment à centraliser, à focaliser son attention sur vos points forts. On oublie, lâchez l'affaire sur vos faiblesses. Enfin, c'est pas intéressant de vous concentrer là-dessus. Vous n'allez pas du tout gagner en efficacité. Donc
Une fois que vous savez, ok, ça c'est mes points forts, vous mettez des post-it partout, vous les voyez, vous dites, ok, c'est ça mes points forts. Comment je les fais ressortir au maximum dans votre vie, mais tout le temps, au quotidien. Et plus ils seront présents dans un maximum de temps dans vos journées, et vous serez à la fois plus épanoui et plus performant, ou plus réel, enfin, ou performante. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça, faudrait trop le faire en collectif. Et du coup, l'idée, c'était d'accompagner des structures de l'ESS, donc aussi bien des petites structures, ou justement des porteurs de projets, et carrément des équipes d'organisation. Parce que dans l'économie sociale, et d'autant plus dans les associations et les ONG, où les budgets sont hyper restreints, et en plus il y a du turnover et souvent des équipes jeunes, parce que qui va accepter de gagner entre 1 000 et 1 500 euros pour dédier sa vie à une cause en bossant 80 heures par semaine? Et bien souvent c'est les plus jeunes qui n'ont pas encore de crédit à rembourser, qui n'ont pas forcément d'enfants à nourrir, donc voilà, mais des personnes qui parfois ont soit moins de compétences, mais du coup quand on va encore plus tabler sur leur mode de fonctionnement naturel, ça va avoir, elles vont encore plus à la fois être performantes et être épanouies. Et puis ça peut améliorer la communication en équipe. Si vous bossez en équipe, l'idée c'est que quand on va voir les forces de chacun, on va aussi mieux se comprendre. Quand il y a quelqu'un en réunion qui est tout le temps en train de vous dire oui, mais pour aller sur quoi comme objectif? Et vous avez l'impression qu'il est juste là pour vous casser les pieds, pour vous contredire et pour vous être là en mode mais je sais qu'il y a un objectif, mais avant tout, la priorité, c'est de répondre aux besoins des gens. Et l'autre qui est en train de vous dire oui, mais on s'éloigne de l'objectif. Il y a un talent qui s'appelle focus et qui fait que cette personne-là, elle gardera toujours le cap. Mais si du coup, vous l'acceptez que c'est sa force, ok, c'est le garant du cap. Et vous savez, vous êtes sûr que cette personne vous aidera de toute façon, coûte que coûte, à ne pas perdre de vue que votre objectif, c'est de toucher tant de personnes, de faire tant de chiffres d'affaires, etc. Et à l'inverse, c'est bien d'arriver à avoir des organisations où vous êtes complémentaires. Parce que du coup, si vous êtes tous bons en com, c'est super, mais il faudra aussi des personnes qui vont pouvoir être très minutieuses ou avoir envie de passer beaucoup du temps seul pour faire du travail de réflexion. Ou, trouver l'équilibre entre ceux qui adorent apprendre et qui vont aller faire plein de formations, ceux qui adorent mettre en relation, trouver des partenaires. Voilà. On a tous plein de choses super à apporter, mais si on ne se rend pas compte que c'est un talent, qu'on a juste l'impression qu'on fait de la papote, par exemple, c'est pas de la papote, vous êtes juste canon en partenariat. Acceptez-le plutôt que de vous dire ouais, mais en fait, c'est juste que je tchatche, quoi. C'est bien plus fort que ça. À l'inverse, si vous êtes passionné d'apprentissage, que vous adorez, dès que vous voyez un MOOC passer, vous avez envie de vous inscrire, c'est génial. Donc, voilà, repérer ces éléments-là pour construire des projets à partir des forces. Vraiment, ce sera plus fort. Question d'Élodie, quel profil vous aviez avant de travailler dans la grande distribution et quel poste vous occupiez chez Zero Waste? En gros, quand j'étais étudiante, j'ai monté un projet étudiant qui s'appelle Campus Durable pour installer 300 mètres carrés de panneaux solaires sur les toits du campus. Et j'ai bossé pendant 5 ans pendant mes études sur ce projet. Et ce qui fait que quand je me suis retrouvée jeune diplômée, j'ai proposé, j'ai fait une candidature spontanée dans une boîte, du coup, enfin, Alinea, meublé déco, qui est un peu en difficulté en ce moment d'ailleurs. Et pour travailler sur leur stratégie de développement durable. Et donc, je suis arrivée avec mon plan d'action et je suis rentrée là-dedans. Donc, mon profil, c'était étudiante super engagée d'école de commerce. Donc, un profil assez basique. Et puis, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis, du coup, j'ai eu envie de faire des choses où je voyais un petit peu plus les résultats. Et je suis rentrée chez Zero Waste. J'étais chargée de mission sur la réduction des déchets. Et mon poste a évolué parce qu'il y a un temps où j'ai fait du plaidoyer politique. Et en fait, j'ai détesté ça. Ça a été hyper frustrant. J'en avais mal au ventre. Parce que c'était notamment du travail dans les ministères, de participer à des groupes avec d'autres acteurs qui, eux, pouvaient être de très mauvaises voix pour ne pas que les sujets avancent dans certaines directions. Et c'était vraiment, ça allait à l'encontre de toutes mes valeurs. Et du coup, j'ai fait de l'accompagnement des porteurs de projets parce que là, par contre, c'était les mettre en relation. Enfin, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 400 projets d'épicerie vrac en France et il fallait répondre à leurs questions
Du coup, ils avaient boîte n'importe où en France. Déjà, ils n'étaient pas du tout concurrents parce que dans 2 villes différentes, il n'y a pas de souci. Et on allait centraliser leurs questions, répondre à chacune des questions. Alors, les questions sur la réglementation, sur l'hygiène, sur mettre en place des partenariats pour l'achat de mobilier, pour l'achat de produits. Enfin, il y avait plein de questions à soulever. Et c'est comme ça qu'est né du coup le réseau VRAC. Donc, c'est ça que j'ai fait jusqu'en 2017. Eh bien, au revoir Aliénor et bon courage avec votre projet. Bonne chance surtout. Enfin, belle réussite. Est-ce que... Vas-y, Chloé. Oui, je voulais te laisser peut-être le mot de la fin, peut-être une conclusion. Juste avant, je vais vous remercier à toutes et à tous pour votre implication, vos questions, d'avoir rebondi sur des sujets très différents. Et surtout, merci beaucoup à Laura d'avoir dégagé du temps pour préparer et animer ce webinaire avec brio. Merci encore. Merci beaucoup, Chloé. Je suis surtout contente si jamais il y a des choses qui ont pu vous être utiles. Parfois, il suffit juste d'une phrase qui va connecter chez vous et vous allez faire mais oui, en fait. Et ça peut débloquer plein de choses. Parce que, j'insiste, mais on a beau dire alors, un bon projet d'entreprise, c'est un super business plan. Oui, mais c'est aussi quelqu'un qui est bien en phase avec soi-même et qui arrive à avancer. Donc, c'est vraiment les deux. Et voilà, donc je vous souhaite à tous de belles continuations sur tous vos projets. Et construisez sur vous. Ah, il y a une question. On en profite à la volée. Je fais partie d'une agence qui organise des événements responsables, notamment auprès de collaborateurs d'entreprise, et qui réfléchit justement à l'impact de ces événements. Il est difficile de mesurer l'impact. Nous avons donc comme pourquoi éveiller les consciences autour du DD, développement durable, et susciter l'engagement chez les individus, parce que c'est une envie, mais peut-être n'est-ce pas le besoin des personnes. Alors, effectivement, je pense que c'est un avis, je peux me tromper en 2 minutes. Enfin, je connais la concepterie de Contact, mais peut-être pas forcément en détail. Peut-être clarifier entre votre élan et le besoin des bénéficiaires et des clients. Parce que j'entends éveiller la conscience autour du DD, mais si la personne qui paye, c'est, je ne sais pas, le service des ressources humaines, est-ce que le service des ressources humaines, sa mission, c'est d'éveiller les consciences autour du développement durable de ses collaborateurs? Est-ce que c'est ça? Peut-être que ça l'est, mais est-ce que dans ce cas, il y a peut-être une autre formule d'être sûr de mobiliser en interne, de retrouver un esprit d'équipe en situation de crise, d'apprendre des outils d'intelligence collective avec comme prétexte des questions d'environnement qui en plus vont motiver les gens. Mais voilà, trouver en fait quel est le vrai besoin en interne qui est lié à la boîte même auquel eux ils ont besoin de répondre. Pour moi, ça c'est le beau prétexte, dans le sens c'est la belle cause sur laquelle on le rattache. Mais c'est vrai qu'il faudra, si votre but c'est semer les graines pour moi c'est trop léger. C'est pas. Est-ce que vous vous levez le matin pour semer les graines? Ou est-ce que, il n'y a pas l'étape d'après qui peut clarifier? Je pense qu'il y a peut-être à la fois clarifier vous ce qui vous fait vous lever le matin et aussi le message commercial, on va dire, la vraie souffrance en interne dans la boîte, si c'est la boîte qui paye, à laquelle ils vont répondre. Voilà. En bref. Super, merci beaucoup Laura. Et merci pour cette dernière question à la volée. Et encore merci à toutes et à tous. Merci pour vos retours, ça fait vraiment plaisir à lire. Et à très bientôt pour de nouveaux événements. Donc vous pouvez contacter, avant que j'oublie, Laura via son site internet sur Mon Job de Sens. Et l'équipe de Laura d'ailleurs. Et puis nous, vous pouvez nous retrouver sur le site de BGE Paris et dans la rubrique Agenda pour les futurs webinaires du BGE Club. Merci encore Laura. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci Chloé pour cette organisation. Merci à tous, bonne journée. Au revoir.